Valdi. This meeting is being recorded. Ok. Bon, j'attendais donc ce moment pour vous souhaiter une bonne soirée, une bonne année de séminaire aussi. C'est notre deuxième année de séminaire concernant l'école du réel, où vous êtes tous là, une trentaine ce soir, c'est très agréable. Donc on va commencer dès maintenant. Il y aura 9 séances, j'avais prévu 8, mais c'était insuffisant, parce que je pense que pour vous présenter ce vaste champ, il faut bien 2 séances, dont on a rajouté une séance au début pour qu'il y ait 2 séances de présentation. Ce soir donc la première approche de présentation de cette vaste question complexe, difficile, de la perversion, me semble-t-il. Me semble-t-il. Alors allons-y. Donc nous abordons pour l'école du réel et ses sympathisants, cette année 2023-2024, ce qu'était la perversion avant Freud, mais surtout avec Freud, puis Lacan. Le tout dernier Lacan, comme l'on dit aujourd'hui. Contemporaine des journées de l'école freudienne de Paris de novembre 1975, qui tourne autour des psychoses, la première séance du 18 novembre 1975 du séminaire Le Symptôme confirme l'ultime approche de ces années 70, 1970, l'approche borroméenne, du nœud borroméen, donc de toute question, et de cette question aussi, la perversion, par Jacques Lacan. Je cite, « Ce n'est pas que soit rompu le symbolique, l'imaginaire et le réel qui définit la perversion, dit Lacan, c'est qu'ils sont déjà distincts et qu'il en faut un quatrième, qui est le symptôme en l'occasion, qu'il faut supposer tétraédrique, ce qui fait le lien borroméen, que perversion ne veut rien dire que version vers le père, et qu'en somme, le père est un symptôme ou un symptôme, comme vous le voudrez. » Alors si je cite Lacan comme ça, pour certains, rompus à cette question, cela doit leur faire penser, cela ressemble étrangement, comme vous le savez, à ce que Lacan dit pour la psychose, au moment de son séminaire sur Joyce, Joyce le symptôme. En quoi nous verrons que perversion et psychose sont loin d'être étrangères l'une à l'autre. Mais comment? Voilà toute la question. Maintenant, 3 petits volets introductifs pour commencer. Le premier, je l'ai intitulé « L'invitation de la psychanalyse ». Quelle est, depuis ses débuts, l'invitation de la psychanalyse? Dire tout ce qui vous vient dans la tête, tout ce qui vous tombe dans la tête, Einfall, dit Freud, c'est-à-dire aussi, en somme, tout ce qui fait signe. Tout ce qui nous tombe dans passe par la tête, plongé dans un dispositif où l'on ne voit pas le visage et surtout le regard de celui ou de celle à qui l'on destine son discours. Il s'agit de parler sans fin prédéterminée, sans avoir à juger de ce qui est utile ou inutile ou nécessaire pour viser telle ou telle fin. Ainsi, tout ce qui se dit peut prendre un statut égalitaire. Rien ne prédomine, a priori, dans le dire. C'est une étrange expérience. D'habitude, quand quelque chose ne va pas, vous avez pris l'habitude, infantile en somme, si vous ne savez plus quoi comprendre ou comment faire avec ce qui vous tombe dessus, d'en référer à un autre qui, lui, doit bien savoir comment faire, comment penser, comment décider. Mère, père, aîné, ami, professeur, médecin, avocat, prêtre, expert, juge, député, etc. Et vous pensez très naturellement qu'il est là pour vous répondre. Et, chose curieuse, lui aussi pense qu'il est là pour vous répondre. Il sait. Il sait là où vous ne savez plus. Il vous dira pourquoi c'est comme ça pour vous, et même plus.
Comment y remédier? Vous devez faire comme ceci. Lui, il sait. Eh bien, l'invention freudienne, c'est tout le contraire. La voie ouverte par Freud, c'est ce monde-là, mais à l'envers. Prenez la parole, prenez le risque de la parole seul. Parlez avec vos propres mots, laissez résonner vos propres signifiants, articulez-les en présence d'une inconnue, d'un ou d'une inconnue, qui se doit de se tenir au secret de ce que vous pourrez dire. Faites cette expérience, vous verrez très vite que votre parole va vous mener quelque part d'elle-même. Et ce ne sera pas en vain. Ce ne sera pas en vain que vous aurez eu ce culot, ce courage. De quoi mon symptôme fait signe? Moi seul le sais, sans savoir que je le sais, mais ma parole le sait. Je me dois de l'écouter. Autrui ne peut savoir pour moi. Il ne peut que seulement me permettre d'y accéder à ce mien savoir. Cela s'appelle rencontrer son analyste, son bon entendeur. Qu'il faille renoncer à la jouissance permanente, qu'il faille payer le prix d'un choix, c'est précisément ce à quoi la perversion ne saurait assentir. À quoi bon parler, dit l'ordinaire du névrosé. Cela ne réparera pas les brisures du passé, cela ne solutionnera pas l'impasse du présent. Eh bien, la rupture qu'introduit Freud est celle-ci. Prenez la parole, ce ne sera pas en vain. Lacan ira jusqu'à dire lors de la séance du 10 avril 1973 du séminaire Encore, n'est-ce pas chez Freud charité que d'avoir permis à la misère des êtres parlants de se dire qu'il y a quelque chose qui n'est rien d'autre que ce qu'elle habite, cette espèce, à savoir le langage. N'est-ce pas, oui, charité que de lui annoncer cette nouvelle, que dans ce qui est sa vie quotidienne, elle a, avec le langage, un support de plus de raison qui n'en pouvait paraître. Voilà, c'est séminaire 20 encore, seuil 75, page 88, que je viens de vous citer, pour les références. Eh bien, telle est la révolution freudienne. La vérité du sujet n'est pas ailleurs que dans la parole même du dit sujet. Mais la vérité qui parle sans cesse, n'y suffit pas. À boucler une analyse, par exemple, sans y introduire la question du savoir, c'est-à-dire, je résume, de ce qu'il y a d'écrit à lire dans ce qui se dit dans la parole de vérité, la parole comme s'exprime Lacan encore dans les années 60. La parole de vérité, la vraie parole, comme il dit. Car si le sujet est divisé, il est entre le savoir de la lettre et la vérité qu'énonce le signifiant. D'une vérité qui ne peut se dire que seulement à qui l'écoute, à qui l'accueille, à qui l'entend. Ça s'appelle le psychanalyste. Si nous, psychanalystes, ne faisons pas semblant d'écouter, mais remettons justement le semblant à sa place pour le sujet, dans cette même séance, Lacan dira, je cite, « Faire appel au vrai, comme nous sommes couramment amenés à le faire, c'est simplement rappeler qu'il ne faut pas se tromper et croire qu'on est déjà même dans le semblant. Avant le semblant, dont en effet tout ce support peut rebondir dans le fantasme, il y a à faire une distinction sévère de l'imaginaire et du réel. Il ne faut pas croire que ce soit d'aucune façon nous-mêmes qui supportions le semblant. Nous ne sommes même pas semblants. Nous sommes à l'occasion ce qui peut en occuper la place et y faire régner le quoi, l'objet petit a. L'analyste, en effet, précise Lacan, de tous les ordres de discours qui se soutiennent actuellement, et ce mot n'est pas rien si nous donnons à l'acte son plein sens aristotélicien,
est celui qui, à mettre l'objet petit a à la place du semblant, est dans la position la plus convenable à faire ce qu'il est juste de faire, à savoir interroger comme savoir ce qu'il en est de la vérité. Je répète, interroger comme savoir ce qu'il en est de la vérité. Ce qu'il y a d'embêtant, voyez-vous, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que le pervers, enfin celui qu'on dit tel, celui ou celle qui se trouve dans cette position, fait à peu près la même chose. Sauf que lui ou elle, il n'interroge pas le savoir de la vérité. Lui, il sait la vérité. Et là, ça change tout, comme on va essayer de le voir cette année. Deuxième petit volet d'introduction, perversion avec un S au pluriel, perversion sans S, la perversion, perversion, trait d'union, version. Trois manières d'écrire historiques pour nommer un champ, celui dit de la perversion. Un axe, plus même un vecteur et plusieurs formulations. La meilleure serait aujourd'hui, pour moi, la suivante. La perversion, il faudrait aujourd'hui l'aborder par les femmes. De la perversion abordée par les femmes. Champ et structure de la perversion abordée par les femmes à qui l'on dénie d'être perverses. La question de la perversion renouvelée par les femmes. Perversion, version femme, un singulier démenti du réel. Aborder la perversion comme champ et structure par les femmes offrirait de nombreux avantages. Longtemps déniée, la perversion au féminin explose aujourd'hui chez les féministes américaines et du monde entier, françaises également, dans les romans, les œuvres d'art et dans les lesbian studies, les gender studies. Quelques écrivaines françaises s'y essayent aussi depuis quelque temps. Cette forme de la perversion interroge la théorie freudienne dans sa construction même de la question perverse, centrée sur le fétiche. Elle la remet en question et on appelle parfois à Lacan pour renouveler son approche. En rupture enfin avec son origine, qui puise dans la notion morale de perversité, elle rend urgente son étude afin de désaturer le savoir tronqué qui cantonnait jusqu'ici, très officiellement, la dite perversion au monde masculin. Les études et prises de position des courants féministes depuis MeToo, les manifestations et procès contre les féminicides, la question du transgenre, celle de la transidentité, le wokisme s'y rajoutent et s'y rejoignent en faisant autant de problèmes apparemment nouveaux qui envahissent aussi les champs du social et du politique. Elles en renouvellent ainsi dans une perspective saisissante de l'humaine condition qu'elle oblige à regarder en face l'abord universel, non pas par le particulier, mais par le singulier de chaque femme qui témoigne de sa prise dans cet enfer. Mais nous ne pourrons pas envisager cette approche tout de suite. Quelques explications sur ce fait que la perversion n'est plus ce qu'elle était vont être pour un certain temps cette année passage obligé. Troisième petit volet d'introduction. La perversion, un démenti du réel, ou Lacan freudien. Nous sommes aujourd'hui de l'école freudienne de Paris de novembre 1975. J'ai extrait des lettres de l'école freudienne de Paris, lettre 24. Lacan est amené, comme d'habitude, à conclure. Entre autres choses, il fait savoir ce qui lui est venu à la suite d'une communication qui portait sur la perversion. De quoi s'agissait-il? Je cite de Lacan. Il s'agissait de la Verleumdung, c'est le mot allemand, vous savez, pour délit. Il s'agissait de la Verleumdung et de la perversion.
À cette occasion, dit Lacan, je me suis aperçu que le terme de désaveu, que, hélas, j'ai sanctionné moi-même, n'était pas approprié. À la vérité, je l'ai sanctionné, mais ce n'est pas moi qui l'ai avancé. Je crois que le terme de démenti est plus approprié. Alors, que constate-t-on? Que Lacan ne rechigne pas à parler de la théorie de la clinique freudienne, c'est-à-dire névrose, psychose et perversion, et ce, toujours en cette époque tardive de son enseignement, en plein neubo à une période donc où le ternaire RSI, réel, symbolique, imaginaire, pourrait rétrospectivement sembler avoir envahi exclusivement tout le paysage lacanien. Pourquoi démenti? La suite l'explicite. Lacan. Un démenti, d'où peut-on le recevoir? On ne peut le recevoir, dit-il, que du réel. Et c'est bien en quoi la vérité y est intéressée. Parce que la vérité, je l'ai dit, ne peut que se mi-dire, mais elle ne peut concerner que le réel. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, le désaveu, le sujet donc le produit. Il a avoué ce réel, maintenant, il désavoue dans l'imaginaire. Il s'agit généralement d'un homme. Il désavoue le manque de pénis sur le corps de la mère ou de la femme. Le démenti, et là il s'agit le plus souvent, à mon expérience, d'une femme, mais Lacan jamais ne le dit, ni ici ni ailleurs, le sujet le reçoit comme une découverte, et ce qui se découvre pour lui à cet instant lui arrive dans un rapport subjectivement spécifié au réel, un rapport certain, dit Lacan, certain. Allez le voir, c'est le cas dans les Lesbian Studies américaines. Lacan dit cette phrase, le rapport de ce démenti avec le réel est certain. Pour préciser cela, Lacan traite d'un concept théorique de la théorie de la clinique freudienne avec ses propres catégories, c'est-à-dire le réel et la vérité qui, pour lui, la vérité lui est attenante à ce réel. Même si elle ne peut que se mi-dire, elle est tout de suite intéressée, entre guillemets, lorsqu'entre en jeu la question du réel, la vérité. Mais si Verleumdung, le mot employé parfois dans le déni en allemand, mais si Verleumdung traduit désormais par démenti, par Lacan, un démenti qui est reçu par le sujet en provenance du réel, a amené Lacan à introduire son ternaire par la dimension du réel, il ne peut en rester là. Et c'est l'ensemble d'une structure de la théorie de la clinique freudienne, c'est-à-dire la perversion, qui va être mesurée à l'aune de son ternaire. Il faut d'abord en passer par le névrotique, comme il dit, le névrosé pour nous. À ce moment-là, Lacan l'appelle le névrotique, c'est-à-dire l'aspirant pervers, pour dégager l'enjeu. Lacan nous dit, c'est vrai, la perversion existe, mais, chose étrange, nous ne savons pas comment. Nous savons seulement que le névrotique, donc traduisons le névrosé, le névrotique aspire à y trouver sa satisfaction et qui aspirant, il n'y réussit pas. Alors, avec le névrotique, le névrosé, l'imaginaire fait retour. Lacan peut dès lors revenir à la perversion, maintenant dans un double rapport. Un rapport EA-R, le réel, un rapport d'inclusion, et à I, l'imaginaire, un rapport de non-rapport, une exclusion. Je cite, « Est-ce à dire, dit Lacan, que la perversion est de l'ordre de l'imaginaire? Certainement pas, puisqu'aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la perversion a l'occasion d'être incarnée. Elle l'est même souvent. C'est peut-être en quoi elle participe de quelques transgressions. Mais elle participe aussi du même coup de quelques mirages, puisqu'aussi bien c'est à quoi, ai-je dit, le névrotique, donc le névrosé, c'est à quoi, ai-je dit, le névrotique aspire. Ce qu'il y a d'inouï, c'est qu'il espère y atteindre.
C'est bien en quoi on voit que la vertu de l'espérance est sans espoir. Ainsi, Lacan, loin d'abandonner ici, mais encore ailleurs, les structures de la théorie clinique freudienne, les conserve pour s'en servir dans le repérage des coordonnées de son ternaire RSI, réel, symbolique, imaginaire. La théorie de la clinique psychanalytique de Freud n'est pas abandonnée. Elle est interrogée par Lacan à partir de sa propre expérience de la théorie de la clinique, et à condition de laisser cette théorie de la clinique travailler avec RSI, mais travailler, comme l'on dit, qu'en vieillissant, un meuble travaille. Contemporaine des journées de novembre 1975, je vais répéter là cette citation, la première séance du 18 novembre 1975 du séminaire Le Symptôme confirme notre enquête. À ce séminaire, j'ai cité tout à fait au début, Lacan maintient ensemble ternaire RSI et théorie de la clinique freudienne. Je cite, ce n'est pas que soit rompu le symbolique, l'imaginaire et le réel qui définit la perversion, c'est qu'ils sont déjà distincts et qu'il en faut un quatrième qui est le symptôme, en l'occasion, qu'il faut supposer tétraédrique, ce qui fait le lien borroméen, que perversion ne veut rien dire que version vers le père, et qu'en somme le père est un symptôme ou un symptôme, comme vous le voudrez. Dès lors, on constate que Lacan ne paraît pas avoir été tenté, même sur le tard, de prendre l'option que certains auteurs lacaniens suggèrent dans leurs propos. Faire rupture avec la classique théorie de la clinique freudienne, des roses, psychoses et perversions, au profit d'une théorie de la clinique des récits. Ce n'est pas le geste de Lacan. Ainsi qu'il a toujours mis en œuvre depuis la conférence du 8 juillet 1953, qui s'appelait « Le symbolique, l'imaginaire et le réel », conférence inédite du 8 juillet 1953, il traite de l'un des trois registres, pas sans les deux autres. Alors, passant, vous pouvez l'entendre comme du verbe passer et en deux mots, pas sans, les deux. Il traite de l'un des trois registres, réel, symbolique, imaginaire, passant les deux autres, comme il aborde l'une des deux théories de la clinique en question, mais pas sans l'autre. Voilà, l'une pas sans l'autre. Un registre passant les deux autres. Il cherche ainsi à tirer le maximum de profit heuristique pour la connaissance. Sa méthode consiste, quoi qu'il arrive, à ne pas lâcher la théorie de la clinique psychanalytique de Freud. Les structures de la théorie de la clinique existent dans le discours, dans les discours, névrose en pluriel, psychose au pluriel et perversion au pluriel s'y rencontrent. Mais comment elles existent, cela est un peu plus difficile à cerner. On sait que cette remarque est particulièrement vraie pour la psychose et la perversion. Concernant la perversion, en ces journées de novembre 1975, cette année est importante, on va en reparler, 75, Lacan fait part de cette difficulté qui reste entière. Et Lacan, on le voit, et quoi qu'aient pu dire ses détracteurs, est lui toujours resté freudien. Lacan, quelquefois lacanien, mais Lacan toujours freudien. Comment en est-on arrivé là? Trois périodes, plus une. Avant Freud, premièrement. Deuxièmement, à partir de Freud. Troisièmement, avec Lacan et depuis. La perversion est un détournement. C'est le verbe latin pervertere. Pervertere, détourner. Mais aussi par extension retourner, contourner. Tout acte qui consiste de fait à tourner. Tourner face au réel. À l'impossible réel. À l'impossible du réel. Évitez donc ce que la psychanalyse appelle la castration. Vous comprenez alors qu'il n'y a rien de plus fangeux que le champ de la perversion, toute discipline confondue. Que ce soit dans l'histoire de la médecine et la médecine psychiatrique,
dans la psychologie, dans la psychanalyse aussi, mais encore en sociologie, en esthétique, dans les philosophies, les religions, les morales, aujourd'hui réformées, relookées on peut dire, en différentes éthiques, etc. Toute la culture suinte idéologiquement l'approximation perverse. Cependant, aborder la perversion, c'est accoster à un autre univers. Celui-ci ne se conçoit pas en dehors de la question fondamentale du sexe chez l'humain. Voici ici la liaison, la continuité du séminaire de cette année avec celui de l'année dernière, intitulé « Le transfert ». Pour autant qu'au centre de la question du transfert est tapie la question sexuelle, ce qui ne veut pas dire génitale. Pourquoi la perversion est-elle, dès le départ, un embrouillamini pas possible? Dans l'espace culturel de la langue française, cela s'explique historiquement. Le mot pervers provient d'un autre mot qui l'a lourdement précédé, le mot perversité. Et ce terme traîne avec lui un sens moral et religieux d'une épaisseur insondable qui le leste au point même que le terme pervers, qui hérite directement de sa charge morale, ne s'en sort pas indemne. Un peu de psychiatrie. Contemporaine du séminaire de Lacan sur la question, en 1975, c'est pour ça que j'insistais sur cette année, les citations venaient de là, contemporaine sur la question 75, c'est-à-dire la même année que ce que je viens de citer, de Lacan, l'embrouillamini battait encore son plein dans les milieux psychiatriques, comme je l'ai vécu, et comme on peut en témoigner, comme peut en témoigner un ouvrage plus que classique, publié au PUF, qui fut le mien et plusieurs éditions de suite, le manuel alphabétique de psychiatrie d'Antoine Porot, parmi d'autres. Je cite ici la 5e édition, les articles perversité et perversion. Et vous allez, je pense, entendre ce qui différencie discours psychiatrique et discours psychanalytique. Donc, c'est sur la direction de Porot, Antoine Porot, manuel alphabétique de psychiatrie, Paris PUF, 5e édition 75, article perversité, voilà. Alors, je cite, je fais fin, si, bon. Nous ne disposons malheureusement que d'un seul mot, dit le manuel Porot, que d'un seul mot, celui de pervers, pour désigner indistinctement les sujets marqués du sceau de la perversité et ceux qui sont atteints de perversion des instincts élémentaires. Je souligne instinct élémentaire. Je souligne aussi qu'on passe de perversion à perversité comme ça, sans trop de rigueur. L'usage confond, je cite toujours, l'usage confond d'ailleurs abusivement ces deux catégories d'anormaux, je souligne anormaux, entre lesquels existent sans doute d'obscures et fréquentes associations. Le langage courant met cependant plus étroitement l'accent sur la notion de perversité dans l'acceptation du vocable pervers. Voilà, donc ça c'est page 497 du Porot. Voilà donc comment l'on parlait en 1975, 25 ans plus tôt, le psychiatre et condisciple de Lacan, Henri Hay, ne disait-il pas lui-même dans ses études psychiatriques que le pervers ne s'abandonne pas seulement au mal, mais le désire. L'auteur expliquait cela par une soi-disant immaturité de la personne, restée rivée à un stade de développement dont la structure affective est devenue la loi de son existence. Fin de citation. Qu'il s'agissait pour le sujet de libération volontaire des tendances mauvaises de la nature, citation encore donc d'Aurier, d'une déviation des tendances normales, je souligne tendances normales. Mais revenons au discours qui a toujours cours en 75 dans le Porot. Je cite à nouveau, les études, en fonction des instincts dont elles constitueraient une viciation, je souligne le mot viciation, entraînent à multiplier abusivement les modalités des instincts. Les faits considérés sont en réalité complexes et intriqués.
La cupidité, par exemple, dérive de l'instinct de conservation, mais ses incidences sur le plan social s'apparentent à l'altruisme. Le proxénétisme est une perversion de l'instinct d'association, mais il utilise une dépravation sexuelle. Je souligne dépravation. D'autre part, les compromis nécessaires entre les instincts font que la paresse est une perversion sur le plan de la vie collective, alors qu'il répond sur le plan de la conservation à la loi biologique de l'économie de l'effort. Voilà, page 498. Je continue un petit peu. On ne peut songer davantage à classer les perversions selon leur cohérence et la conduite du pervers. Le vaniteux et le prodigue ne portent pas fatalement tort à autrui ou à soi-même. Au rebours, il est certain que tout acte nuisible peut être sous la dépendance directe d'une perversion de son auteur. Page 498 du Porot. Mais il faut dire que les auteurs en sont toujours à ce versant de l'inconscient que l'on convient d'appeler instinct, ce qui les amène à parler de perversion instinctive. Page 498. Perversion instinctive. Mais aussi d'analyse de la personnalité du pervers, voire de chercher à cerner le portrait robot du pervers. Là, je cite, « Le pervers règle sa conduite sur la réalisation de ses désirs, de ses appétits, sans égard pour ce que l'on peut appeler le sentiment de la dignité. » Je souligne dignité. De la dignité individuelle et le respect d'autrui, ou par carence de ces éléments modérateurs habituels. Je continue un peu. Il verse ainsi dans l'usage abusif des toxiques. Abusif. La passion du jeu et son corollaire fréquent, la tricherie, le vagabondage et la désertion, le vol et ses multiples variantes, le pillage et la destruction, l'incendie volontaire, la prostitution, etc. Le pervers trouve trop souvent dans l'association de malfaiteurs, je souligne malfaiteurs, l'aide et l'émulation qui étendent son champ d'action en exaltant sa nocivité. Je souligne ce terme de nocivité. Je continue. En fait, le sens moral n'existe certainement pas comme tel. L'individu s'adapte plus ou moins bien à la vie sociale et plus ou moins apte à connaître et à comprendre les contraintes qu'elle lui impose, apporte plus ou moins de consentement à ces contraintes. Là est le critère qui lui permet de déterminer la responsabilité des pervers quand ils contreviennent à la loi. Je souligne le mot loi. Alors, il s'ensuit évidemment que, je cite, quelques mois de prison ne moralisent pas, moralise, le mot moralise, ne moralise pas davantage ces récidivistes, je souligne ce mot de récidiviste, que quelques années d'hospitalisation. Pas plus que quelques années. La création d'établissements spéciaux, on y vient, établissements spéciaux, je souligne, avec un régime médico-judiciaire, je souligne, approprié, devrait permettre à leur égard une ségrégation salutaire, je souligne le mot de ségrégation salutaire. Cependant, tous les auteurs ont été par ce type d'approche de la perversion, comme perversion des supposés instincts humains, obligés de faire une place à part pour l'un des aspects majeurs des perversions, les perversions sexuelles. Historiquement, d'ailleurs, on les classe à part. Une définition générale peut qualifier de perversion sexuelle chez un individu toute tendance à rechercher la satisfaction sexuelle en dehors de l'accouplement physiologique avec un sujet de même espèce et de sexe opposé. C'est encore une citation à page 500 du Porot. Voilà. C'est d'ailleurs ainsi que les aliénistes de la deuxième partie du XIXe siècle et de la première partie du XXe parleront et classeront les perversions sexuelles. Exemple, l'aliéniste français Bâle, BA2L, en 1888, dans son ouvrage « La folie érotique », il amène à ordonner en deux genres les dites perversions. Je cite Bâle. 1. Premièrement, les perversions par rapport à leur objet,
C'est un classique que je vous cite, c'est resté classique. Les perversions par rapport à leur objet, homosexualité, pédophilie, nécrophilie et bestialité. 2. Les perversions par rapport à leurs moyens, fétichisme, sadisme, masochisme. À quoi il convient alors d'ajouter un troisième genre, un peu fourre-tout, les perversions où l'on tire une satisfaction sexuelle dite complète, entre guillemets, dite complète, au moyen d'actes préliminaires à l'accouplement. Ici sont répertoriés les voyeurs, les exhibitionnistes et ce qu'on appelait les frôleurs. Bon, mais revenons une dernière fois au texte de 75 pour l'explication maintenant étiologique. Voilà. Il faut souligner l'importance, je cite, il faut souligner l'importance plus récemment révélée des influences extérieures susceptibles de produire des, alors là, je souligne, malformations de l'inhibition, des malformations de l'inhibition. En déviant, je souligne déviant, le développement de la sexualité que l'école psychanalytique a contribué à bien étudier, ou en les fixant, je souligne fixant, partiellement à des stades intermédiaires. En particulier à l'une des étapes les plus importantes de son cours, celle de la maturation pubertaire, le sujet subissant une activation massive de la pulsion instinctive sexuelle peut manquer son orientation normale par le rappel d'expériences infantiles associant les éléments les plus variés à une émotion fondamentalement liée à la sexualité, jusqu'alors polymorphe, incertaine ou consistante. Fin de citation, page 500. Enfin, comble de l'embrouillamini, parce que j'estime que vous avez compris que c'est un embrouillamini, je cite à nouveau, pour finir, la perversion est parfois acceptée sans lutte intérieure par le sujet qui n'est alors qu'un dépravé, je souligne le mot dépravé, et qui s'organise pour la satisfaction en concédant plus ou moins aux règles morales et aux lois. Je souligne règles morales et aux lois. Encore 3 lignes. Elle est plus souvent subie comme une condition douloureuse, je souligne à nouveau douloureuse, comme une obsession, je souligne obsession. Ces deux attitudes du sujet, fonction du terrain, séparent. Sépare quoi? Sépare les malades, je souligne malades, entre parenthèses des scrupuleux, les obsédés délirants ou non, des simples et vicieux, et je souligne bien sûr ce terme vicieux, page 500. Voilà. Pour vous conclure ce soir, après vous avoir rebattu les oreilles de ces textes de 75 et de l'accord d'un côté et de un manuel de psychiatrie parmi d'autres, je dirais que la psychanalyse, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, la psychanalyse, c'est ce qui va faire pièce à cette incohérence sémiologico-clinico-morale, surtout morale. Si on la suit, si on l'accepte, plus de pervers, car plus d'instinct chez l'humain. Mais quoi? Mais la pulsion. Le substantif, perversion, le substantif disparaît devant l'adjectif qui vient qualifier quoi? Un acte ou un fantasme. Subsiste alors le terme de perversion pour désigner quoi? Un champ et une structure. C'est ce que nous approcherons la prochaine fois, pas sans effectuer un petit détour par les sexologues et la naissance au XIXe siècle de cette discipline qui a à peu près tout répertorié ce que les humains pouvaient faire avec le sexe. La question génitale du sexe. Voilà, je vous remercie. Deuxième partie d'introduction la fois prochaine. Quand on passe de l'instinct à l'impulsion, on passe à la psychanalyse. Je ne dis pas qu'on a solutionné le problème. Il y a des instincts chez les animaux,
Mais chez l'être humain, c'est un peu plus complexe. Vous avez la parole. Est-ce que c'était complètement inaudible ce que j'ai dit? Vous allez voir, c'est comme d'habitude. On a 9 séances. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait une neuvième. Ça va s'éclairer progressivement. La prochaine fois, ça sera vraiment l'introduction. Et puis après, on va rentrer, mais on a 9 séances. Hein. Là, c'est vraiment la première des premières. Et je voulais passer par ce discours d'Emmanuel de psychiatrie des années 75. Certains, comme moi, l'ont vécu. C'était tout à fait étonnant. Et ça coexistait avec le discours de Lacan en séminaire. Moi, je voyais ça du côté psychiatrique, et en même temps, le séminaire de Lacan, c'était tout à fait autre chose. Aujourd'hui, ça paraît banal. Monsieur Lucas, bon ça. Oui. Pourquoi est-ce que Freud avait réservé, on va dire ça comme ça, la perversion au genre masculin? C'est pas Freud, c'est un peu tout. On y viendra parce que c'est. Ensuite, vous allez voir que c'est centré sur le fétiche, c'est-à-dire sur le remplacement du phallus qui manque au corps féminin. Et comme les auteurs disaient, puisque les femmes n'ont pas de phallus, eh ben, il n'y a pas de perversion. C'était aussi simple que ça, puisque la perversion est centrée sur cette histoire du fétiche. Mais vous savez, jusque dans les années 80, hein, c'était comme ça. Un type qui est décédé prématurément, que j'aimais bien, qui était bien, qui a fait un enseignement qui était formidable, même Joël Dor. J'attends encore des bouquins de Joël Dor. C'est très bien ce qu'il a fait, c'est remarquable comme enseignement. Eh bien, Joël Dor soutient à la fin de son livre sur les perversions qu'il n'y a pas de perversion chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phallus. Donc, il n'y a pas de fétiche, donc il n'y a pas de perversion. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était un excellent psychanalyste. Hein. Donc, je ne sais plus, le bouquin de Joël Dor, ça va être 75-80. Voilà. Et donc, c'est tout à fait récent qu'on a ouvert, si je puis dire, aux femmes. Qui le méritent bien sûr. Alors, on va voir la prochaine fois et la fois d'après, on va voir pourquoi c'est le fétiche qui est venu en avant comme ça et qui a mis en veilleuse les femmes, et pourtant dans l'histoire quand même, l'histoire de ces reines sadiques, de ces reines qui faisaient égorger les jeunes filles, qui buvaient leur sang, et je ne sais plus quoi, la reine autrichienne, quand ça, c'est Médée, enfin tous ces grands personnages féminins, si ça n'est pas pervers, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais non, ça passait comme ça sous les fourches codines, ça passait la grille, c'était pas, puisque c'était une femme, il n'y avait pas de phallus, donc il n'y avait pas de fétiche, donc il n'y avait pas de perversion. Mais ça, c'est un peu dû au fait que la perversion est centrée sur cette histoire du fétiche, comme on va le voir dans les prochaines séances. Hein. Voilà ma réponse. Oui, tout à fait autre chose, mais par rapport par rapport au démenti. Oui, alors ça c'est Lacan. C'est vrai Oui, il a oui, dit, on traduisait d'habitude par déni, faire le nous par déni, et oui, puis il a soutenu des aveux un certain temps, et puis il est arrivé à démentir. C'est pas oui, du tout les mêmes mots en français. oui, oui, non, mais oui, voilà. Parce que démenti, je crois enfin, je suis pas germanophone, mais je crois que c'est vers le lung, Oui, démenti. c'est pas le même mot normalement, c'est vrai, Hein, c'est pas le même mot. exactement. Il a choisi ça, pas pour la traduction, il a choisi ça parce que c'est surtout dans la presse, les États, quand il se passe quelque chose, ils publient une annonce dans la presse, et c'est un démenti. Mm.
il a choisi ça, qu'on voit toujours dans les annonces comme ça. C'est un démenti. La présidente de la République démentit. Voilà, c'est un démenti. Alors qu'un désaveu, mais il a explicité, je suis passé par là, le désaveu, c'est quelque chose qu'on a avoué, qu'on désavoue, mais c'est dans l'imaginaire, hein, pour le pervers. Alors Oui, que le démenti, on le reçoit comme du réel. oui, oui, c'est ça. On le prend dans la figure. Oui, Donc, c'est pour ça qu'on est grâce au registre que Lacan a travaillé, réel symbolique imaginaire, on peut arriver à distinguer des choses qui ne se distinguaient pas à l'époque freudienne. Mm. D'où Lacan, même pour ceux qui ne sont pas pour Lacan, c'est extrêmement important parce que ça sert de levier, ça sert de clé à molette pour ouvrir certaines choses qui ne s'ouvrent pas sans sa théorisation. Mm. À mon avis, c'est mon avis, hein. Oui, oui. Tout mélanger. Oui, ce sont des points de repère. Pour des points de repère, on n'est pas forcément d'être lacanien jusqu'à l'os, mais on peut quand même reconnaître que Lacan, dans certains trucs de sa théorie, c'est formidable, on ne peut pas s'en passer. C'est étonnant parce que les mots de démenti et de déni, pour moi, ils évoquent des réalités totalement presque inverses, je trouve. Je trouve que dans le démenti, il y a une dimension positive, alors que dans le déni, il y a une dimension négative. Enfin, ça m'évoque un peu ça. Je me demande si la perversion, ça recouvre des réalités contradictoires. Vous l'entendez comme ça, c'est vrai que c'est pas pareil. Bon, Non, c'est pas pareil. des aveux, c'est. Mais démenti, est-ce que ça atténue ce que Lacan a cherché à faire? A cherché, on verra plus tard, il a cherché à dégager quand même une structure, comme je dis à la fin, une structure, c'est-à-dire à sortir toute l'embrouillamini, toute la sauce que je vous ai dite là, on n'y reviendra pas, bien sûr, c'est une sauce quand même morale, où la psychiatrie se compromettait avec la morale. Hein, ce n'était pas dégagé, c'est pas scientifique, c'est pas psychiatrique. Au sens scientifique, c'était quand même de la morale. C'est une confusion. Les termes que je vous ai soulignés, c'est parce que ce sont des termes de la morale, ce ne sont pas des termes de la science, ni de la médecine, même psychiatrique. Ce sont des termes de la morale. Et Lacan, après, donc plus tard, plus récemment, a cherché toujours à dégager la perversion comme structure et non pas comme quelque chose de vilain, de méchant, de sale, de ceci, de cela. La structure, la perversion de la structure du côté du sexuel, pas du génital, du sexuel. Bien sûr qu'il y a des horreurs de ce côté-là, mais Lacan cherchait la structure. C'est-à-dire pour qu'il y ait une structure de la névrose, des névroses, une structure de la psychose, avec le nom du père, etc., et une structure de la perversion, s'il était à la recherche de cela. On verra s'il est parvenu. On verra ce qu'il nous en reste, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, bon, la psychose, oui, la névrose, oui, mais c'est un classique. La psychose, oui, mais la perversion, elle est partout, elle est nulle part. Elle est partout quand on ouvre la télévision, la politique, elle est partout. Elle est partout avec les guerres, elle est partout chez son voisin, elle est partout dans la sexualité, la pornographie, tout ce que vous voudrez. Elle est partout, puis en fin de compte, elle est nulle part. Alors, pour la psychanalyse, elle ne doit pas être nulle part. Il y a une structure. Si c'est pas la structure, c'est pas de la perversion. Si c'est dans la structure, on peut pas être. Voilà. Être un petit peu rigoureux. Peut-on ajouter un peu de rigueur? C'est ce que Lacan essayait de faire. On essaiera de passer par là. Il faudra qu'on repasse par Freud, bien sûr, hein, d'abord. Donc, dans les années 75, je voulais vous dire, c'était pour vous montrer comment ces deux discours, psychiatrique classique et psychanalyse lacanienne, se chevauchaient pas, parce qu'on va encore parler de perversion, mais se côtoyaient et s'ignoraient même, s'ignoraient. Parce que le Porot, c'était quelqu'un de très connu, et Henriet, c'était le condisciple de Lacan. Et même Henriet, c'est nul ce qu'il dit, quoi. C'est nul. Excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour, Madame Bonjour, Olivier. Odile Périou. Je suis désolée, je j'ai pas réussi à mettre ma caméra.
Oui, je me posais la question, vous avez parlé du savoir et je me demandais si on pouvait peut-être avancer l'idée que Lacan avait cherché à désexualiser la question de la perversion. Vous avez donc évoqué le savoir. Il me semble que c'est important chez lui. C'est-à-dire le pervers sait, il sait ce qu'est la jouissance. Et il me semble notamment la jouissance chez l'autre, euh, en visant l'angoisse, en suscitant l'angoisse. Mm. Il me semblait qu'il y avait aussi quelque chose peut-être à aller voir du côté de la question du rapport à l'objet, la manière dont le pervers se faisait objet aussi de l'autre. Bien Voilà, il me sûr. semble que par rapport à effectivement toutes ces nosographies, enfin listes comme ça des types de perversions éminemment sexualisées, il y avait autre chose du rapport à la loi, à la jouissance et à l'objet chez Lacan qui était éminemment intéressante et voilà, et qui permettait effectivement d'échapper un peu à cette liste à la Prévert de toutes les perversions rabattues sur la question du sexuel. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, tout ce que vous dites, on y va, c'est notre programme. Très bien. Vous avez dit ce que Lacan a cherché à désexualiser. Je dirais pas ça, je dirais dégénitaliser, oui, mais pas désexualiser. Digitalisé, oui, oui, absolument. C'est mieux. Tout ce que vous avez dit après, on y va. C'est le programme qui va venir une fois par mois jusqu'au mois de juin. Donc, on C'est a le bien, temps de définir ça. parfait. Et on a fait que se débarrasser des phrases alambiquées d'embrouillamini entre la morale, la psychiatrie, etc., la psychologie. Voilà. C'est pour ça qu'on s'en est débarrassé, on n'y reviendra pas là-dessus. Très bien. Très bien. Oui, autre chose, une autre question? Oui, moi, ça aurait été sur le début avec les néo-féminismes et le wokisme. Oui. De quelle manière ça penche de ce côté-là pour vous? Ben, ça ne vient que commencer, si je puis dire. On n'a pas assez de recul. C'est en pleine évolution, donc faut pas dire des phrases définitives, irréversibles. Mais il y a quelque chose de ce côté-là qui a quand même explosé, fleuri. Sûrement, oui. Et plus personne, même le malheureux Joël Dor, s'il revenait là, il aurait pu soutenir qu'il n'y a pas de perversion au féminin pour lui. Alors, perversion féminine, perversion au féminin. Il y a une perversion au masculin et au féminin. C'est ça, ça explose partout. C'est pas une critique de MeToo et tout ça que je veux dire, il ne faut pas m'emmener là-dessus. Mais quand vous regardez ce qui est écrit, comment ça fonctionne, tous les romans qui sont sortis, quand même, on y est dedans. Et puisque ce sont des discours de féminins, on ne peut pas dire on peut pas faire échapper les femmes à cette question, alors que on les a préservées pendant longtemps. En psychologie, en psychiatrie, en psychopathologie. On les faisait plutôt devenir plutôt folles facilement que perverses. Hein, c'était plus pratique, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que m'aider, par exemple, avec ses enfants? Qu'est-ce que c'est que... Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est horrible. Puisqu'on verra que pour une femme, la perversion est souvent du côté de se servir de ce phallus qui est l'enfant. Hein. Oui. Donc voilà, c'est du côté de la mère et l'enfant, et voilà, c'est là qu'on trouve le champ de la perversion, généralement, pas que là. Oui, d'ailleurs, on se demande comment a pu fonctionner la psychanalyse en disant que les femmes ne sont pas perverses, alors que ça, c'est tellement essentiel. Bah, elles n'ont pas dit, la psychanalyse n'a pas dit directement que les femmes ne sont pas perverses. Elle a dit il ne peut pas y avoir de perversion, parce que selon la définition de la perversion, comme il n'y a pas de fétiche,
Donc, comme il n'y a pas de phallus, il n'y a pas de fétiche et il n'y a pas de perversion. Et c'est selon la définition, voyez-vous. Oui. On s'est enfermé dans une définition. On verra que Freud est peut-être aussi coupable là-dessus, parce que c'est lui, pas tout de suite. Mais il va introduire cette question du fétiche. Pas dans les 3 essais, mais après, surtout dans les années 20-25, qu'il a introduit vraiment la question du fétiche, et ça va être tellement central que ça va écraser tout. Et c'est à partir de là qu'on disait, ben non, puisque la définition de la perversion, c'est sur le fétiche, donc, puisque le fétiche est à la place du sexe, du phallus manquant à la mère ou à la femme, il ne peut pas y avoir chez la femme de... Vous voyez, il ne faut pas être méchant non plus avec les scientifiques de l'époque, il faut dire que c'est parce que la définition était ainsi, qu'en conséquence de quoi, il n'y avait pas de place pour la perversion féminine, qu'on appelait plutôt folie. Donc, si une femme se conduisait de manière perverse avec son enfant, ça allait être décrit du côté de la folie et pas du côté de la perversion. Alors. Ce que je me demande, c'est comment il pouvait décrire justement ce rapport à l'enfant d'une femme qui aurait un rapport qu'on pourrait dire aujourd'hui pervers à l'enfant, à l'époque où c'était interdit de le dire, ou fallait pas le dire comme ça. Ben oui, je ne sais pas, les psychiatres ici présents peuvent peut-être répondre. Je sais pas. Moi, il me semble il y a un moment où il a fallu se dégager, comment dire, de la notion d'objet, de l'objet et du comportement pour pouvoir faire émerger quelque chose de la position perverse, du mouvement pervers. Et que tant qu'on est focalisé sur un objet ou bien sur un comportement, on n'en voyait qu'une partie. Ça ne veut pas dire que le comportement ne pouvait pas être pervers ou que le fétiche n'est pas en lien avec la perversion, mais ce n'est pas forcément ce qui ce qui va permettre de définir la position perverse, la structure, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, il me semble que là, il y a eu un effort à faire, enfin, un dépassement à faire, sinon ça bloquait toute la réflexion. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est donc c'est au niveau de la pensée, hein, au niveau c'est ce qu'il a fallu se dégager. C'est pas au niveau des faits, mais c'est au niveau de la pensée de la chose. Voilà. Est-ce que je peux intervenir? Et bien sûr, tout le monde peut intervenir. Oui, vous avez parlé Enfin, il y avait des questions sur... Dommage qu'on le- ne voit pas quand même. Mais oui, je suis désolée. Et on verra la prochaine fois. Il faut juste que je... Madame Odile, c'est ça. Oui, c'est Madame Odile Piriou. Euh, Allez-y, oui. oui, c'est sur cette question de la perversion chez la femme. Que moi j'entends presque aussi comme perversion chez la mère. En tout cas, la femme qui veut l'enfant, voilà, donc par manque de phallus, enfin manque de pénis. Voilà, je me disais quand même, est-ce qu'on ne peut pas accorder à la femme une plus grande diversité dans sa perversion? Ou en tout cas faire en sorte effectivement que la question perverse chez la femme, elle soit aussi riche que la version perverse chez l'homme. Parce que dans l'inceste, après tout, le père, ou en tout cas l'homme, veut aussi l'enfant. Voilà, je trouve que c'est un peu réducteur finalement et qu'on en revient à cette dimension ou ce prisme de la génitalité ou du pénis quand on renvoie exclusivement la question de la perversion chez la femme dans son envie d'enfant qui remplacerait le phallus. Mais bon. Non, non, on n'est plus là. Ah bon? Je parlais du passé. Je parle des années 75. D'accord. Oui, l'accord, je vous ai cité, c'est 75. Le manuel de Porot, c'est 75, la 5e édition. On est en 2023, depuis on a fait beaucoup de chemin. Hein. Ben, c'est certainement plus riche d'ailleurs la perversion chez les femmes que chez les hommes, puisque les hommes, ils sont centrés sur ce truc-là. Alors que les femmes, et très longtemps, il y a la femme et il y a la mère, mais ça a longtemps été, les femmes, c'était que des mères. Oui, Et les absolument. femmes, c'est toujours été une énigme, on ne savait toujours pas ce que c'était, mais les mères, on savait ce que c'était parce qu'elles avaient un enfant et des enfants. Donc, c'est surtout les mères, mais maintenant, il y a aussi les femmes. Regardez MeToo, etc. Et maintenant, il y a une femme, c'est une mère ou une femme, et une mère et une femme. Donc, ça fait 2 champs différents pour l'extension de la perversion. Avec les hommes, ils sont centrés sur cette question du phallus et du fétiche.
Donc, Entendu. on va découvrir que c'est beaucoup plus riche, Bon, au sens d'accord. d'un tableau clinique, au sens c'est beaucoup plus riche. C'est très Mhm. certainement. Hein. Mais oui, très Le, certainement. le coup de pied dans la fourmilière mis par les féministes, à tort ou à raison, avec des choses positives et des choses qu'on peut peut-être reprendre aussi, certainement fait apparaître que la femme existe. Pas que le Absolument. père. Voilà. Donc, on a découvert chez les mères avec l'enfant, on va donc découvrir, on va enrichir la clinique du côté de la perversion féminine, du côté des femmes, indépendamment du statut de mère. Le Oui, statut de mère. Mhm. non, mais je suis d'accord avec vous, là. Là, je parle que du vieux temps que j'ai malheureusement connu, parce que donc, J'avais une toute petite question par rapport au fétiche tel qu'il est pensé en psychanalyse. Peut-être que ça serait intéressant de le remettre en perspective avec ce qui est aussi un fétiche à la base au sens plus large, qui est censé être un objet magique qui aurait un pouvoir et peut-être de le réarticuler au niveau de la perversion féminine avec la question du manque. c'est très juste. Ouais. Parce que là, nous, quand on parle de fétiche, c'est toujours par rapport au phallus, mais à la base, le fétiche n'était pas seulement génitalisé. En ethnographie, vous voulez dire? Oui, Oui, oui. il y a d'autres fétiches aussi. Mhm. Oui, Qui sont il y a du d'autres- côté de la magie, donc peut-être aussi du côté d'un démenti oui, c'est ça. du réel. D'autres démentis du fétiche. Quand on va arriver sur le fétiche, si je puis dire, on en reparlera. Hein. Mm. Et ça va venir dès la deuxième séance, dès la deuxième, troisième, on va être sur le fétiche, on fera ces remarques-là. Et si vous pouvez nous apporter deux, trois lumières du côté ethnographique ou anthropologique, avec plaisir. Parce que là, ça pourrait peut-être marcher en gardant toujours ce terme-là Oui. et en le sortant du génital stricto sensu, Mhm. et du phallus ou du pénis, Mhm. Mhm. avec un manque plus existentiel, donc peut-être approché du côté de la structure, un peu plus. C'était ce que vous dites là était le vœu de Lacan. Le vœu de Lacan. Hein. Il n'était pas ethnologue. Malgré sa grande amitié avec Lévi-Strauss, il n'était pas ethnologue. Hein. Euh, on verra, oui, on va voir tout ça. Vous serez là dans les prochaines séances, j'espère, je vous le Oui. souhaite. Je nous le souhaite, pour que vous puissiez faire des remarques hein, de ce côté-là. Ouais. Parce que je sais pas s'il a eu raison de passer de faire le gnome, déni, à des aveux. Mais des aveux, c'était la psychiatrie, psychanalyse française classique des années 50 Mm. et 60. Et ensuite démenti, ça c'est Lacan. Est-ce qu'il a eu raison? C'est vrai qu'il était tout à fait sur la structure, mais comment il entendait démenti d'ailleurs? Il y a pas beaucoup d'autres explications. Hein. Bon, des aveux, il explique par l'imaginaire et démenti par le réel. D'accord. Parce que c'est son obsession, là, ces années 70 sur le réel, comme nous, Mm. à l'école du réel. Mais il faudra en dire un peu plus, quoi. Hein, et revenir peut-être à ce que vous dites en le forçant, en le poussant du côté de la structure, oui. Ouais. Oui, Et oui, du manque. Du coup, on rejoint ce sur quoi vous clôturiez sur l'instinct chez les animaux et la pulsion chez l'humain, oui, oui, oui. qui est articulée autour du manque et du signifiant qui fait apparaître le manque aussi. Tout à fait. Le substantif disparaît devant l'adjectif qui vient qualifier quoi? Un acte ou un fantasme. Subsiste alors le terme de perversion pour désigner quoi? Un champ et une structure. Vous voyez on n'a pas été gagnant en abandonnant le structuralisme. On a été gagnant en mettant un bémol au structuralisme qui écrasait tout. J'ai connu en époque un structuraliste qui écrasait tout dans tous les domaines, linguistiques, philosophiques, anthropologiques, psychologiques, psychanalytiques. Ça écrasait tout. C'était trop, elle écrasait tout. Comme la psychanalyse a écrasé tout aussi, c'était trop. Mm. Maintenant, c'est le reflux total et on ne veut plus entendre parler du structuralisme. On a tort, il y a des structures. Il y a des structures. Voilà, la parole est libre.
pour des remarques, pour du roman, pour ce que vous voulez, pour des... Voilà, on est là pour travailler ensemble pendant 9 mois, une fois par mois, avec grand plaisir. Peut-être qu'on pourrait dire aussi que la structure, pour justement la dégager simplement de ce grand courant qu'a été le structuralisme, la structure est quelque chose de l'ordre du nécessaire qui ne cesse pas de s'écrire. Et ça permet de penser la question de la structure autrement. C'est ça. Ne pas en faire quelque chose du structuralisme, mais d'en faire quelque chose d'à part, quoi, d'autonome, d'incontournable, de nécessaire. Alors, tous les gens qui sont sans image, ils sont là quand même ou... Bernard, tu es là? Bernard Roland, non? Madame Tajik, vous êtes là? Ben, ils sont tous partis alors. J'ai dû les endormir de trop. C'est peut-être parce que c'est l'heure aussi. Une dernière question, parce qu'on a dit il faut qu'on se tienne, sinon on va terminer à 10 heures, c'est trop tard. J'ai dit 1 heure, c'est pas 1 heure et demie, 1 heure 10, 1 heure et quart, c'est encore possible, mais Oui, il c'est bien. faut être strict pour la vie familiale et privée. Ah, Madame Nagy, vous êtes là, vous n'étiez pas partie alors. Non, non, je vous écoute. Merci beaucoup D'accord, pour ce séminaire. d'accord. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, on ne fait que commencer, hein. Vous pourrez peut-être faire plus de remarques avec ce qui va se dire plus tard. Donc, la prochaine fois, donc en novembre, je crois que c'est le 19 novembre, quelque chose comme ça. Non, le 16 novembre, 6 novembre, je crois. Le 16 novembre, ce serait donc une deuxième introduction, plus fouillée, plus analytique, pour avancer dans cette question de la perversion, dans ce champ de la perversion. Est-ce qu'on aura, j'ai pas un préambule avant la prochaine séance sur lequel on pourrait s'appuyer avant que vous ne présentiez ou... Non, non, je présenterai directement. Ah, ok. Vous pouvez réécouter par la séance parce qu'elle est enregistrée. Hein, avec Monsieur Philippe Menu ou Madame Marina Benoît, je vous leur demandez et, le lien, si vous ne l'avez pas, et vous pouvez réécouter. C'est bien de réécouter aussi tous C'est mes... vrai, Hein, c'est vrai, dans l'après-coup. voilà. Et après, ben, laissez-moi introduire la prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est bien le 16 novembre. Hein. Voilà, c'est le 16 novembre. Tout à fait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de Bien. soirée. Bonne Merci, soirée. Merci bonsoir. beaucoup. Bonsoir, Bonne soirée. merci. Oui, Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Mm.